au dernier épisode, nous avons vu la fin de Smaug. Ça y est, Smaug a attaqué Esgaroth. Bard l'a tué de la flèche noire. Bard est toujours sous l'autorité du bourgmestre, mais il est le descendant de Girion, le seigneur du Val, qui a succombé lors de la destruction de Dale ou le Val par Smaug, lorsqu'il a attaqué Erebor. Donc, on a ça qui s'est produit, et il faut se remettre dans le contexte que les nains ne sont pas au courant que Smaug est décédé actuellement. Et ils sont pas au courant qu'en fait, vu que le dragon est mort, ben il y en a qui vont se diriger vers Erebor pour négocier les sous-sous. C'est là où j'en suis rendue aussi dans le livre audio. Eh ben parfait. Voilà. Merci Niature, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Et Sedna, merci beaucoup aussi, bienvenue. Je prends... Ouais, c'était ça. C'était l'attaque de Lagville, le précédent chapitre. Là, donc pour le moment, les nains ne sont pas au courant. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre ici 15. Les nains apprennent que Smaug est tombé. Et puis, ils vont devoir s'attendre à ce que Erebor soit prise d'assaut. Et bonsoir Zeratul. Donc, on y va. La mort du dragon qui vient d'être tué par Bard semble être une conclusion assez satisfaisante à l'histoire. On rappelle, hein, Bilbo et les nains, ils ont entrepris un long voyage pour récupérer leur trésor et, si possible, ramener ça, en tout cas leur grandeur, hein, rendre la grandeur à Erebor et puis Bilbo au pouvoir rentrer chez lui. Et puis grâce à une aide précieuse, mais aussi à une chance, et on l'a vu tout le long des analyses, la chance a été un facteur déterminant. Ils ont atteint leur objectif, le dragon est mort et ils ont retrouvé leur trésor. Donc le royaume sous la montagne peut désormais être rétabli. Et en prime, ce qui s'est passé, ces événements ont révélé que le seigneur du Val avait un héritier. Et donc même la ville de Dale va pouvoir renaître d'une certaine façon de ses cendres. Finalement, le bonheur pour toujours de ce conte de fées est sans doute imminent. On pourrait croire en tout cas qu'il est imminent. Et nous verrons bientôt Thorin, qui alors, restauré en majesté, va aller sur le trône de Thror. Et on va entendre les cloches sonner dans la ville de Dale. Bref, tout laisse penser qu'avec la mort de Smaug, tout pourrait bien aller en fait. On a l'aventure avec la mort du dragon était terminée. Et ça, c'est ce que Bilbo pensait aussi. Sauf que on se trompe lourdement sur ce qui va finalement arriver. Si vous voulez, dans le chapitre 15, la transition vers la phase suivante est assurée par Roak, l'oiseau, la grille. Roak, si vous voulez, on l'a déjà vu, mais c'est un oiseau qui est hautement important et hautement symbolique. Il se tient à une sorte de carrefour. D'une part, le discours du corbeau à Thorin, parce qu'il explique, il parle à Thorin à un moment, et donc en fait il allie les souvenirs du passé avec une sorte de vision du futur. Et le vieil oiseau, qui est âgé quand même, est comme une sorte d'incarnation du souvenir des anciens jours de paix et d'abondance qui ont été presque oubliés. Alors que tous les autres sujets de Thror ont été dispersés ou tués, que leurs descendants sont tombés dans l'oubli, les corbeaux, eux, se souviennent encore du roi d'autrefois. Et ils sont témoins vivants d'une époque où nains, hommes, elfes, bêtes vivaient en harmonie. Voilà. Donc on a là, si vous voulez, encore un piaf qui vient et qui est hautement symbolique à ce moment-là, quoi. Exactement, Erzileid et coucou Pride. Rock, il parle et il donne beaucoup de conseils, notamment à Thorin. Lui et ses autres volatiles, ils désirent un retour à la
on va dire, à la paix dans le temps. Voilà, il dit, hein, nous voudrions voir la paix revenir parmi les nains, les hommes et les elfes après la longue désolation. Et il va donner des conseils judicieux et pratiques, justement, par rapport à ça. Et il va même dire à Thorin qu'il doit faire confiance à celui qui a battu le dragon avec son arc. Donc en fait, l'oiseau, donc Roak, fournit même des explications supplémentaires. Puisque Bard est le descendant de la lignée de Girion, il est logique de coopérer avec lui. Pour Thorin, normalement, comme ça, on aura le rétablissement, si vous voulez, du royaume prospère d'Erebor, mais aussi de la ville de Dale. Oh, Piaf, quel manque de respect. Mais c'est un Piaf, hein. Donc, Roak apporte également des nouvelles du présent. Et là, Thorin va prendre une décision par rapport à ça. Une décision qui jouera un rôle crucial pour la suite. Donc, le corbeau va dire, si vous voulez, qu'il y a des nouvelles de joie et des nouvelles moins bonnes. La bonne nouvelle, c'est la mort de Smaug. La moins bonne nouvelle, c'est le rassemblement de plusieurs armées qui arrivent vers la montagne. Hein. Ça vient du lac, mais aussi de la forêt, parce qu'on a les hommes et on a aussi les elfes maintenant. Et en fait, comme le titre du chapitre l'indique, on a un orage qui se prépare. C'est vraiment la tempête arrive. La guerre est totalement possible, mais la paix serait préférable. Une sorte de rétablissement des alliances d'avant, des amitiés, des allégeances dans le temps. C'est ce que Roak aimerait, et en tout cas, c'est ce qu'il essaye d'expliquer à Thorin avec ses conseils. Seulement voilà, Thorin là prend cette décision cruciale de manière assez prompte et vraiment dans un éclat de colère. Et il va jurer même que aucune petite pièce d'argent, aucune partie de son trésor ne sera volée ni emportée par d'autres tant qu'ils sont en vie. Donc Thorin se sent déjà comme attaqué, et sans même tenter de parler aux gens qui approchent de la montagne, il se prépare instantanément à la guerre. Et finalement, ce nouveau roi nain, il a bien sûr des raisons de justifier ses actes. Hein. Roak l'a bien prévenu de l'arrivée d'une armée elfe quand même. Et on rappelle que Thorin et le roi des elfes sont pas vraiment copains-copains. En fait, il y a même l'arrivée des hommes, et Roak l'explique bien, les hommes aussi arrivent. Cependant, Roak va aussi donner à Thorin de bonnes raisons de croire que la paix peut encore être maintenue malgré les apparences. Parce que les elfes ne sont ni violents ni cruels. Voilà. Il n'y a pas... Les elfes, théoriquement, ne sont pas des êtres comme les gobelins et les orques qu'on a vus. Ça aurait pu aller. On a aussi maintenant les hommes du lac, qui ne sont pas sous le coup du maître, du bourgmestre, qui lui est plutôt très avare, on l'a bien vu, hein, et qui est un peu machiavélique. Et Roak se méfie justement du bourgmestre. Mais non, ces hommes sont menés par Bard. Et Roak le qualifie de sombre, mais de sincère surtout. En fait, les gens qui sont en train de s'approcher de la montagne, ce ne sont pas des dragons, ce ne sont pas des orques, ce sont des gens qui sont de base plutôt de nature bienveillante. Certains ont même aidé Thorin et compagnie. Finalement, la situation est instable et complexe, mais la guerre, là tout de suite, elle n'est pas certaine. Tout pourrait encore bien se passer. Mais Thorin, là, il semble pas accorder la moindre attention à ça. Le narrateur nous avait prévenu un peu avant. Lorsque le cœur d'un nain, même le plus respectable, est éveillé par l'or et les joyaux, il devient féroce. Et voilà, Thorin, là, il voit une menace pour son or, et dès qu'il l'a perçue, c'est terminé. Il est prêt à affronter tous ses adversaires. Voilà, malgré les conseils de Roak, Roak a essayé de donner plein de conseils et de gentilles choses, hein, et en fait, il a pris sa hache, hein, Thorin, et il a tout cassé, quoi.
La réponse de Roach à tout ça, elle est assez neutre et polie. Il lui dit, il ne dira pas si ce conseil est bon ou mauvais, pardon. Et donc en fait, là, Roach est déjà en train de montrer que la restauration de l'ancien royaume d'Erebor, après Smaug, c'est déjà en train de tourner en autre boudin, comme on dit. Voilà. Donc, la tension croissante autour de la montagne n'est pas uniquement du fait de Thorin et cette poussée belliqueuse qu'il a. Hein. Le roi des elfes et ses elfes qui arrivent, comme les hommes du lac, pardon, ils ont aussi une certaine responsabilité. Rien du tout, Sally, rien du tout. N'oublions pas, ça a été dit, mais le roi des elfes a un désir d'accroître sa gloire et sa réputation. Comment ? En augmentant, en agrandissant son trésor personnel. Les elfes, ils n'ont aucun droit sur le trésor, mais lorsque le roi des elfes il apprend la mort de Smaug, il se met immédiatement en route avec son armée, juste pour en profiter. L'avancée de l'armée du roi des elfes est masquée par des volées de corbeaux rassemblés en nombre autour de lui. Et l'armée elfique a attiré l'attention non seulement des oiseaux charognards, mais aussi d'oiseaux particulièrement peu recommandables. Donc en fait, il est possible que certaines des créatures suspectes et désagréables qui rôdaient autrefois autour de la porte d'entrée de Smaug se soient désormais attachées finalement à l'armée elfique. Les elfes restent toujours des bonnes gens, comme ils le démontrent lorsqu'ils se détournent de leur chemin vers la montagne pour aller aider les habitants du lac, mais ils marchent quand même vers la montagne. Et ils ont bien plus en commun avec les corbeaux qu'ils ne veulent l'admettre. L'armée du roi des elfes descend sur la montagne en simple charognard, cherchant à se repaître des restes de la misère d'autrui. Et bonsoir d'Alexis. Et Bard, lui, aussi, ne ressort pas indemne d'un examen comme celui-ci. Il arrive peut-être en paix à la montagne, mais ses décisions à la tête de l'armée, c'est pas ouf. Bard pense que Thorin et les nains sont probablement morts. Aussi, lorsque des éclaireurs armés arrivent à la porte et découvrent les défenses récemment construites par les nains, leur surprise est plutôt grande. Ils ne se demandent pas non plus qui a fortifié l'entrée. Et Thorin se présente haut et fort et pose une question tout à fait pertinente dans les circonstances. C'est qui êtes-vous pour venir comme en guerre aux portes de Thorin, fils de Thrain? Et on ne comprend pas très bien pourquoi ils sont armés pour la guerre, finalement. Mais la réponse de Bard à ce défi est assez révélatrice. Plutôt que de saluer Thorin d'une manière amicale, il déplace immédiatement le camp de son armée à l'est du fleuve, juste entre les bras, si vous voulez, de la montagne. Et sans un salut et avant même d'essayer de parler, Bard place ses forces dans une position plus avantageuse pour assiéger la montagne. Donc il peut affirmer le lendemain que lui et le roi nain ne sont pas encore ennemis, mais en fait les actions qu'il a posées sont celles d'un général d'armée en fait. Et ces actions peuvent être interprétées comme une action quand même agressive, surtout pour une personne aussi paranoïaque et susceptible que Thorin. Et coucou Marine Shaddock. Et finalement, c'était ça, l'état d'esprit de Thorin s'explique clairement dans un chant que les nains vont chanter la veille des pourparlers. Il y a enfin le retour des chansons qu'on va pouvoir analyser. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais vous lire le poème. Sous la montagne au noir sommet, le roi rentre dans son palais. L'ignoble ver, son adversaire, s'est absenté à tout jamais. La grande porte fortifiée, les lames seront aiguisées, le cœur est fort qui côtoie l'or, les nains ne sont plus lésés. Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnants, là où se terrent dans la pierre merveilles et monstres dormants. Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant, ils imprégnèrent, marièrent la harpe et les chants envoûtants. L'usurpateur est détrôné, ô peuple errant, venez, venez,
Le roi défend son bien d'antan et tous les siens sont appelés. Venez par les cimes glacées à nos cavernes du passé, car au-dedans le roi attend ses mains de joyaux émaillées. Le roi retrouve son palais sous la montagne au noir sommet, et comme hier, l'ignoble vers, nos ennemis seront défaits. Voilà. Donc ça, c'est le poème. Pour essayer de remonter d'une certaine façon le moral de Thorin. Hein. Donc en fait, ça ressemble fort au chant des nains dans le premier chapitre. On avait à l'origine, dans le premier chapitre, un poème, un chant original qui décrivait le palais et la beauté des trésors perdus. Ça racontait l'histoire, mais aussi la perte de la montagne. Finalement aussi, l'impatience du début du voyage pour aller retrouver ce trésor. Ici, on a un chant qui est porteur d'action, mais c'est plus une guerre pour défendre le palais de leur roi qui vient d'être fraîchement rétabli. Donc, Bilbo a raison de considérer ce chant comme une sorte de chant guerrier sur le coup. Alors qu'avant, on a des harpes et des chants, là, on a un vers sur les armes. Voilà, une strophe entière, pardon, sur les armes. Et cette envie de ne plus se soumettre à l'injustice. La strophe qu'il y avait sur les colliers et les couronnes, ça prend une autre dimension. En fait, la description des merveilles des anciens nains, c'était plus une expression, si vous voulez, de révérence et une complainte. Et aujourd'hui, ces mêmes mots, cette même structure aussi, sont utilisés comme une sorte de cri de ralliement au combat. Et finalement, ces vers sont beaucoup plus menaçants, notamment au moment où, dans la dernière strophe, on nous dit « Et ainsi ses ennemis tomberont ». Et si vous voulez, les nains prédisent avec une sorte d'assurance que leurs ennemis vont connaître le même sort que Smaug. Et là, si vous voulez, les démonstrations poétiques, elles semblent aller trop loin. Ça va limite vers une ironie un petit peu volontaire. On nous revendique dans le poème la mort du dragon, alors qu'aucun nain n'est impliqué dans la mort du dragon. Hein. Je tiens quand même à le rappeler, hein. Même indirectement. Hein. Aucun n'est lié au meurtre de Smaug. Hein, là. Parce qu'il sort et va sur Lac-Ville, c'est de la fosse de Bilbo, et c'est Bard qui s'en occupe. Donc les nains, ils sont pas vraiment aidés. Hein. Bref. Ils affirment que les ennemis des nains subiront toujours le même sort que le dragon. Mais ça se traduirait en réalité par la mort aux mains de nos alliés guidés par le destin et aussi aidés par la faune locale et rendus possibles par les informations obtenues par un hobbit. Bref, en fait, la mort de Smaug, c'était un effort collectif de ceux qui ont été les bienfaiteurs des nains. C'est des nains-posteurs, voilà, exactement. Malheureusement, ce sont précisément ces personnes que ces lignes visent et menacent. On a une autre ironie dans ce chant. C'est celui qui concerne la porte de la montagne. En fait, le chant dépeint le roi, si vous voulez, qui attend ses fidèles, les mains chargées d'or et pierres précieuses, associant, si vous voulez, la porte à l'accueil et à la générosité. Et c'est un peu différent de la manière dont on voyait la porte d'entrée à l'époque de Smaug. Hein. C'était vraiment un lieu de terreur, un trou fumant d'où le dragon pouvait surgir furieux à tout instant. Et autrefois, la porte de Thror, elle constituait la frontière ouverte entre les deux royaumes de la montagne et celle du Val, donc de Dale. Et la porte, elle doit aussi son importance à la source de la rivière courante qui est juste là, en fait. La vie et le bien-être de toute la région découlent de la porte du roi sous la montagne, en fait. Et rappelez-vous, les chants des hommes soulignaient exactement ce même point, où l'époque où la rivière jaillissant de ses portes regorgera d'or, etc. Donc les nains, si vous voulez, ils ont
ils ont une conception plus restrictive de l'effusion de générosité royale, voilà. Mais leur image dans le chant s'harmonise clairement avec cette idée ancienne, tout simplement. Coucou Ruirim, ça va barder, exactement. Mais les nains, ils ont quand même obligé quelque chose dans leur chant. Le royaume de Thorin est dépourvu de toute porte. À la place de la porte du roi sous la montagne, Thorin, il a juste fait un mur, parce que la porte a été détruite. C'est un mur, solide mur de pierre sans porte. Cet ancien lieu, qui était un lieu d'union, d'enrichissement pour les terres environnantes, vient d'être muré par le nouveau roi. La porte inamovible de Thorin, c'est le symbole parfait du royaume de Thorin jusqu'à présent. Elle est loin de répondre aux espoirs de restauration d'Erebor, tout simplement. Le lendemain, ce mur, il est présent, il est là, quand Thorin et ses voisins entament leur pourparlers officiel. Et lorsque Bard vient parler du trésor, il avance 3 raisons pour lesquelles Thorin devrait céder une partie de l'or. Premièrement, Bard a tué lui-même le dragon, il mérite sa part. Si quelqu'un a mérité une récompense, pour reprendre les termes de Thorin, eh ben c'est bien Bard, hein, on est d'accord. Deuxièmement, et Bard souligne que le trésor amassé par Smaug n'est pas seulement celui du père et du grand-père de Thorin, mais aussi celui des hommes de Dale, dont Bard est descendant du seigneur. En tant qu'héritier de Girion, donc, Bard souligne que Thorin revendique un trésor qui n'est pas uniquement le sien. Bilbo considère ces revendications comme manifestement fondées et suppose à tort que Thorin devra reconnaître leur justesse. Et dans la 3e revendication, Bard va au-delà de la simple justice et fait appel à la charité, à l'honneur et à la compassion de Thorin. Le rejet véhément de cette dernière revendication par Thorin est assez choquant, puisqu'ils ont tout perdu, hein, on rappelle. Hein. Il qualifie l'appel de Bard à la gratitude et à la générosité de sa pire cause et se plaint de l'avoir placé au dernier rang et au premier rang. Parce que vu qu'il l'a mis en dernier, il trouve ça horrible que Bard l'ait mis en dernier alors que c'était sans doute la plus importante, quoi. Donc en fait, si vous voulez, Thorin il répond que le trésor n'appartenait pas légitimement à Smaug et en fait aucune indemnisation ne devait lui être versée pour ses actes, en fait. C'est pas parce que Lagueville a été détruite que Thorin est responsable de ça. C'était pas le trésor de Smaug, c'était les miens avant. Et Smaug il a fait n'importe quoi, c'est pas mon problème, c'est... Voilà. Cette réponse, on est bien d'accord, hein, elle envoie chier la sympathie, l'empathie que tu peux avoir pour tes voisins. Cette empathie, justement, à laquelle Bard faisait appel dans ce cas-ci. Hein. Et c'est ce 3e appel qui invite Thorin à se mobiliser, à rétablir, si vous voulez, le royaume sous la montagne dans sa gloire d'antan. Cette source de bénédiction, de prospérité, de protection pour tous les peuples qui étaient environnants. Thorin avait l'occasion d'ouvrir à nouveau la porte du roi et de contribuer au renouveau des terres, comme dans les anciens champs. Et Thorin répond et refuse cette invitation avec une certaine indignation. Hein. La porte est fermée. Le dragon est peut-être mort, mais son esprit est vraiment vivant. Et le narrateur nous met en garde contre le pouvoir de l'or longtemps caressé par un dragon. Et surtout son effet sur le cœur des nains. Cette sorte de maladie du dragon demeure et Thorin en souffre particulièrement. Cette maladie du dragon est bien plus qu'une simple cupidité. Smaug, c'était pas juste quelqu'un d'avide de richesse. Hein. Il était arrogant, profondément égocentrique, comme Thorin le devient. Et enfermé derrière son mur de pierre avec son trésor, tout ça est fortement exacerbé. L'esprit de division et de méfiance de Smaug, et il a tenté de l'instiller en Bilbo, justement, c'est un symptôme majeur de la maladie du dragon. Hein. Cette sorte d'esprit qui obscurcit le jugement de bien plus que celui de Thorin, finalement. Les profits armés du roi des elfes, le siège préventif de Bard, le chant belliqueux des nains, bah, tout ça porte la marque de la maladie du dragon. Et comme le dit Bilbo, tout l'endroit empeste encore le dragon.
Et même après la destruction de Smaug, hein, la désolation du dragon continue de se propager. Et là, elle menace désormais de conduire toute la région autour de la montagne solitaire à une ruine définitive et complète. Donc ça, c'était le chapitre 15. Je vous ai dit, c'est fort court, les analyses. Les chapitres finaux sont très courts. Donc c'est... Tolkien, il allait pas par quatre chemins. Hein. Ça allait vite, hein. Ça allait vite. Donc là, on est au chapitre 16. Un voleur dans la nuit. C'est le moment où Bilbo va prendre la décision de sortir d'Erebor pendant la nuit, d'aller à la rencontre du roi des elfes et de Bard pour leur présenter l'Arkenstone. Entre-temps, dans le chapitre, voilà, Thorin prévient que l'Arkenstone, il demande aux nains de la retrouver, qu'elle est extrêmement importante. Mais voilà, on est sur le chapitre où justement Bilbo sort pour rejoindre et montrer l'Arkenstone, donc à la pierre arcane, aux deux autres. On dirait qu'il a bâclé la fin par rapport au début, il y a une asymétrie flagrante pour moi. L'asymétrie est frappante, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, tu avais quasiment un poème dans chaque chapitre jusqu'au chapitre, je pense, genre 12. Là, on a un poème qui vient de revenir ici au chapitre précédent, mais tu avais limite un poème à chaque chapitre, et là, là ça fait 3-4 chapitres qu'on n'en a plus du tout. Et ça s'enchaîne, quoi, c'est... Mais ouais. Donc...